a fait une entrée fracassante dans l'histoire des conflits en 1991. Lors de la première guerre du Golfe, des bombes et des obus fabriqués avec ce métal très dur ont anéanti les chars de Saddam Hussein. Depuis, les militaires américains considèrent les munitions à l'uranium appauvri comme l'arme magique. Les Français aussi. Pour ceux qui s'en servent, il est irréprochable. D'autres l'accusent d'être un poison mortel. Qui a tort? Qui a raison? C'est une arme formidable. L'uranium appauvri est un métal très dur, très dense. Vous le mettez sur la pointe d'une balle ou dans la tête d'un obus, il pourra traverser un premier tank, puis un deuxième tank. D'un point de vue militaire, c'est formidable. À partir du moment où un certain nombre d'armées dans le monde développent ces nouvelles capacités de blindage qui ne peuvent pas être perforées autrement que par les armes à uranium appauvri, il est normal que pour garder sa capacité opérationnelle de haut niveau, l'armée française envisage de doter les chars Leclerc de ce type de munitions. J'ai essayé de dire aux militaires, « Hé les gars, vous êtes peut-être en train de créer un gros problème. » J'ai été très prudent, je ne les ai pas accusés. Parce que vous savez, j'accuse, c'est quelque chose de très difficile à dire à quelqu'un. Je m'appelle Jacques Charmelot. Je suis journaliste depuis 30 ans. J'ai couvert des conflits en Afrique, en Iran, au Liban, en Irak et dans les Balkans. Et j'ai travaillé à Washington, une ville secrète et puissante. Le 4 juillet 2012, je me trouve dans la capitale fédérale américaine. J'assiste dans la foule à la parade de la fête de l'indépendance. Mais j'ai l'esprit ailleurs. Je rentre d'un champ de bataille que les soldats américains viennent de quitter, l'Irak. Barack Obama a mis fin à plus de 20 ans d'une confrontation belliqueuse des États-Unis avec ce pays. Mais ce que j'y ai vu est resté gravé dans ma mémoire. La piste de l'uranium appauvri commence en Irak. C'est un pays qui a traversé plus d'un demi-siècle de révolutions, de dictatures, de guerres, et qui cherche de toutes ses forces à renaître. Mais c'est un passé plus récent et empoisonné qui pèse sur le destin des 30 millions d'Irakiens. Mon enquête débute à Bassora. Ce grand port est coincé entre l'Iran, le Koweït et l'Arabie saoudite. En février 1991, il est au cœur de l'offensive internationale qui chasse Saddam Hussein du Koweït, qu'il avait envahi. Les blindés irakiens veulent fuir le petit émirat, mais les avions américains, maîtres du ciel, les attendent. Je me rends sur les lieux de la débâcle irakienne. J'ai fait la guerre du Koweït contre les forces américaines. Est-ce que vous pouvez nous raconter la fuite du Koweït? Comment ça s'est passé pour vous? J'ai fait cette guerre jusqu'à la fin, jusqu'au retrait de l'armée irakienne. Ce n'était pas vraiment un retrait, mais plutôt un sauve-qui-peut. Nous étions sur la route à découvert. Les avions américains nous ont bombardés. Comme la route était dégagée toute droite, ça a été très facile pour eux de détruire les chars. C'est cette route-là qui est baptisée aujourd'hui la route de la mort. L'ultime bataille de la guerre a duré 10 heures.
Des centaines de chars et de véhicules ont été déchiquetés, abandonnés dans le désert. Bien plus tard, un document officiel américain explique pourquoi le succès fut aussi foudroyant. Sur la route de la mort, les pilotes américains ont utilisé un nouveau venu dans leur arsenal. Ils ont tiré des milliers d'obus, déversant au moins 320 tonnes d'uranium appauvri. Ces obus sont équipés d'une flèche pénétrante fabriquée en uranium appauvri, un métal qui perce tous les blindages. Ils s'enflamment à l'impact, atteignent plus de 1000 degrés, embrasent leur cible en dégageant un nuage de fine poussière. Ce sont de véritables tueurs de chars. 4 pays en sont les plus gros producteurs, les États-Unis, la Russie, la Chine et la France. L'uranium naturel est un minerai exploité dans de nombreux pays. Enrichi, il devient hautement radioactif et est utilisé dans les armes atomiques et les centrales nucléaires. Le résidu de l'enrichissement est appelé uranium appauvri. Il est faiblement radioactif, mais n'est pas dégradable. Il doit être stocké ou recyclé. 50 000 tonnes en sont produites chaque année dans le monde. À Bassora, l'uranium appauvri est accusé d'avoir laissé un terrible héritage et je me rends à l'hôpital central de la ville. Vous suivez un traitement? Oui, je continue à me soigner jusqu'à ce que Dieu me prenne mon âme. On m'a découvert un cancer du pancréas et puis du foie. Vous savez, les pays qui ont déclenché ces guerres ne viennent pas nous aider. Ils ont déversé leur poison sur nous et puis ils sont repartis. Salam alaikum. En 1991, quand la première guerre du Golfe a commencé, j'étais ici. Dans cet hôpital, je faisais des gardes de nuit. Les avions, les bombardiers sont venus nous attaquer. Par la suite, 3 ou 4 ans plus tard, le nombre des cancers enregistrés dans cet hôpital a commencé à augmenter. Par rapport aux années 80-90, les cas de cancer ont été multipliés par 4. Voici un malade atteint d'un lymphome, un cancer des poumons. Il suit une chimiothérapie. En 1996, une délégation est venue de Bagdad. Un responsable des services de sécurité l'accompagnait et il était au courant du problème. Il m'a dit, « Vous savez, docteur, nous sommes les victimes de l'uranium appauvri utilisé par les Américains. » Il m'a juste murmuré à l'oreille que nous avions ce problème. Et c'est alors que nous avons établi un lien entre l'uranium appauvri et l'augmentation des cas de cancer. Vous savez, maintenant, les gens ici ont une réelle phobie du cancer. Dès que quelqu'un se trouve une grosseur sur le corps, ils pensent que c'est un cancer. Avant même que le docteur Jawad Al-Ali ne soit averti des dangers de l'uranium appauvri, l'armée américaine avait produit en 1995 un film vidéo mettant en garde ses propres soldats contre les périls de ce métal lourd. Battlefields and fighting are by nature hazardous to your health. Some hazards are easy to identify and well understood. Soldiers recognize the serious hazards presented by incoming artillery shells and bullets and take appropriate actions. However, some lesser hazards from new technological applications are not so well known and recognized. One of these newer applications is the use of depleted uranium in munitions and equipment armor.
Ce film établit 3 règles de sécurité face à une source de contamination à l'uranium appauvri. S'en éloigner le plus vite possible, le plus loin possible, et éviter toute exposition de la peau. 3 conseils impossibles à respecter par les habitants de Bassorah. Je découvre un de ces cimetières de chars présents partout dans la ville. Des milliers de tonnes de débris, dont certains contaminés par des poussières d'uranium appauvri, sont restés pendant 20 ans à portée de la population. Et je vais demander à la responsable du ministère de l'Environnement pourquoi ces épaves n'ont pas été mises à l'abri. Après 1991, nous avons établi une liste complète des sites. Aucun service ne s'occupait de ça. À chaque fois que l'on découvrait une pièce contaminée, on la marquait avec de la couleur rouge ou jaune. Avant 2003, on mettait aussi une indication « Danger, pièce contaminée, ne pas s'approcher ». Peu de temps après, on revenait au même endroit et les pièces en question avaient disparu. On les retrouvait ailleurs. Même si on s'inquiétait de ce problème à l'époque, c'était tout relatif. La situation était très difficile et les autorités locales avaient d'autres préoccupations. Pourquoi les Américains, depuis 2003, n'ont pas enlevé ni bougé les ferrailles, n'ont absolument rien fait à l'époque? La raison, probablement, à mon avis, c'est qu'ils n'avaient pas encore mesuré les effets de l'utilisation de cet armement. Ils voulaient voir les résultats, les effets dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, etc. Dieu décidera. L'armement avec lequel ils nous ont frappés aura des effets sur nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, pendant des générations, probablement jusqu'à la fin des temps. Le mal est fait à Bassorah, mais personne ne l'a encore mesuré. Une étude sanitaire, promise depuis des années par l'Organisation mondiale de la santé, n'avait toujours pas commencé à l'été 2012. Pendant la guerre du Koweït, Paris était un allié fidèle des États-Unis. Et les troupes françaises y ont joué un rôle crucial. Très bien, à tout de suite. Je contacte la journaliste Marie-Claude Dubin, qui était en première ligne. Il y avait un char qui avait l'air bien calciné. Je dis, est-ce que je peux aller rentrer dedans? Oui, il n'est pas miné. Non, non, vous pouvez y aller, il n'est pas miné. J'ai soulevé des poussières et des poussières. Je n'imaginais pas que dans ces cendres étaient mélangées des poussières d'uranium appauvri. Mais de quoi souffrez-vous? Pour moi, c'est une maladie auto-immune dont on m'a dit qu'elle attaquait les nerfs, les muscles et la thyroïde, plus certains problèmes neurocognitifs, enfin des lésions vraiment neuromusculaires, on va dire. Pour mieux comprendre ce qui est arrivé à Marie-Claude Dubin et aux malades de l'hôpital de Bassorah, direction Valence, où je rencontre un scientifique. Depuis des années, Roland Desbordes met en garde contre les dangers de l'uranium appauvri. Il est président de la CRIRAD. Cet uranium appauvri, on sait qu'il est pyrophorique, c'est-à-dire qu'il s'enflamme spontanément à l'air, avec l'oxygène de l'air, en faisant une combustion sans flamme, mais une oxydation, qui le transforme en oxyde d'uranium, qui est cette fois une poussière extrêmement fine, et là, qui va être dans l'air. Et là, on peut être contaminé en interne, soit par inhalation, si on n'a pas de masque, soit par ingestion, parce qu'on va en avoir sur les doigts. L'uranium cumule tous les dangers. Pourquoi? Parce que c'est un émetteur alpha. Or, les rayonnements alpha, c'est ceux qui font le plus de dégâts en interne. 2, parce que c'est un métal lourd et que l'on va le garder, le métaboliser dans l'organisme pendant des durées très longues. Parce que pour qu'il perde la moitié de son activité, il faudrait attendre 4,5 milliards d'années. 4,5 milliards d'années, c'est l'âge de la Terre. Cette inquiétude sur les effets nocifs des poussières d'uranium appauvri est partagée par des organismes sanitaires français. J'ai toujours rêvé d'être médecin. Le problème, c'est
en cas de contamination interne. Donc, soit vous l'ingérez parce que vous avez un environnement qui est contaminé et vous en trouvez dans les eaux, vous en trouvez dans, on va dire, la chaîne alimentaire et vous ingérez. Soit vous l'inhalez, les particules d'uranium vont arriver dans le poumon. Là, il y a finalement deux phases. La première, c'est que ces particules d'uranium doivent être dissoutes pour passer dans le sang. Et une fois qu'elles sont dans le sang, vont être distribuées à différents organes. Voilà. Et puis, dans ces différents organes, soit elle va s'accumuler, soit elle ne va pas s'accumuler. On cite souvent le cas des gamins irakiens qui vont jouer dans les tanks qui ont été détruits, qui récupèrent de la ferraille, qui scient des ferrailles, ou des ménagères qui utilisent parfois les métaux de recyclage pour faire des bassines dans lesquelles vont faire cuire des... Alors, est-ce qu'il y a un péril? Oui, vous pouvez avoir potentiellement des effets. Surtout qu'en plus, si vous avez une exposition répétée, même si elle n'est pas chronique, parce que ça va être le cas, hein, les enfants qui viennent jouer, faire cuire l'eau dans la gamelle, donc avec une ingestion, une administration répétée dans l'organisme. Donc même si vous avez des doses qui sont faibles en tant que telles, le fait d'accumuler ces différentes doses peut éventuellement avoir des effets sur la santé. Clairement, les poudres ou les poussières d'uranium appauvri retombent, se déposent. Oui, une fois que ça retombe, évidemment, il va y avoir contamination des sols. Ça, c'est clair. Après, tout dépend comment cette contamination se fait. Est-ce que c'est très local ou pas? Et puis, est-ce que ça va être dans un endroit où, si c'est en ville, ou est-ce que c'est par exemple dans des champs qui vont être cultivés? Donc ça, effectivement, bien sûr qu'il y a contamination de l'environnement. Pour moi, les choses deviennent plus claires et plus inquiétantes. Je suis dorénavant convaincu que les particules d'uranium appauvri sont dangereuses pour la santé et pour la nature. La carrière des armes à l'uranium appauvri a commencé en Irak, mais elle s'est poursuivie au cœur de l'Europe, à quelques heures de vol de grandes capitales comme Paris, Rome ou Berlin. Je marche au milieu des tombes du cimetière juif de Sarajevo. C'est de là que les tireurs serbes tenaient sous leur feu la ville assiégée. Les journalistes qui, comme moi, venaient ici couvrir le conflit, se retrouvaient derrière les murs jaunes de l'Holiday Inn. En 1992, l'éclatement de la Yougoslavie précipite la Bosnie dans la guerre. Dès avril, les habitants de Sarajevo sont pris au piège. L'ONU commence une mission impossible pour réconcilier musulmans, serbes et croates. La guerre s'enlise et en 1995, l'OTAN intervient. Ces avions, essentiellement américains, bombardent les Serbes qui sont contraints de faire la paix. Le tramway de Sniper Alley me conduit à Adici, une banlieue aux portes de Sarajevo. Je pénètre dans les ruines d'une usine qui fut un des fleurons de l'industrie militaire serbe. Ici, on réparait des tanks et des canons. Les avions de l'OTAN ont attaqué 7 fois l'usine d'Adici en septembre 1995 et ont tiré plus de 4000 obus à l'uranium appauvri. Avec l'instauration de la paix, les Serbes d'Adici sont allés vivre à Bratunac, une ville de la République serbe de Bosnie, dans l'est du pays. Y vivre, mais aussi y mourir. Nedeljko Zelenovic est journaliste. C'est un témoin à charge. Il a enquêté sur les bombardements de l'OTAN. Son père, son oncle, ses cousins et des dizaines d'amis travaillaient à l'usine d'Adici. Tous les ouvriers qui travaillaient à l'époque sur les chaînes de montage, qui se sont retrouvés piégés pendant les combats. Et plus tard, à cette époque où moi je suivais les événements, tous les ouvriers sont morts de différentes sortes de cancers. En 1996, la population de Bratunac compte entre 20 et 22 000 habitants. Sur ce nombre, moins de 5% de la population est originaire de Adici.
Cette année-là, en 1996, dans le cimetière municipal de Bratunac, 154 personnes ont été enterrées. 3% sont originaires de Adić. En 2000, 105 personnes sont enterrées à Bratunac et là, c'est 50% qui sont originaires de Adić. J'ai quelques noms si ça vous intéresse. Đerić Budimir, Andrić Drago, Mastrilo Dušan, Banduka Milinko, Banduka Danilo, Aleksić Nenad, Makajić Simo, Stanojević Relja, Pušara Momi, Turuntaš Ljubica, Lalušić Gospar, Ujović. Il est mort de quoi, votre fils? On lui a diagnostiqué une leucémie. J'ai demandé, causée par quoi cette leucémie? Ils m'ont répondu que c'était à cause de l'uranium appauvri. Mais établir la paix à grand renfort de bombes a souvent des effets indésirables. Je retourne à Adić, à la recherche des victimes oubliées. Mehmet Telelević est musulman. Pendant la guerre, il a fui Adić, chassé par les Serbes. En 1996, il rentre dans son village, à côté des ruines de l'usine d'armement. Il retrouve sa maison, soufflée par les bombes. Mehmet la reconstruit, sans soupçonner que la terre autour de lui a été contaminée par des poussières empoisonnées. Nous n'avons jamais été informés. Personne ne nous a rien dit. Et ça, l'opinion publique ne doit même pas le savoir, même si cette maladie peut toucher tout le monde. Elle se subit, ce combat, on peut y survivre ou en mourir. Je connais ici au moins 10 personnes, toutes jeunes, âgées de 35 à 40 ans, qui ont un cancer. Mehmet m'apprend qu'en 2004, il s'est découvert un cancer du côlon. Il a suivi une chimiothérapie intense et il est en rémission. Mais les nouvelles sont mauvaises. Ses derniers examens révèlent que sa prostate est 4 fois plus grosse que la normale et il a du sang dans les urines. Je suis devenu fragile. Avant, je prenais des douches normales. Mais maintenant, j'ai besoin de douches très chaudes. Je dois porter des collants, j'ai tout le temps froid. Je suis fragile. Mon sang est anémié et je n'ai plus de défense immunitaire. Et tout ça, vous êtes sûr que c'est à cause de cette usine? Ah oui, je suis sûr, à 100%. Ici, il n'y a pas d'autre maladie que le cancer. Je suis la piste de l'uranium appauvri en Italie. Ce pays, grand allié des États-Unis au sein de l'OTAN, a pris en charge des missions humanitaires en Bosnie. Puis il a envoyé en 1999 au Kosovo un fort contingent pour s'interposer entre Serbes et Albanais. Et c'est en Italie que la question de la nocivité des armes à l'uranium appauvri va éclater au grand jour, fin 1999. Nos militaires en mission de paix dans les Balkans seraient exposés à la contamination due à la présence d'uranium appauvri dans les munitions. Mes amis, nous avons ici le sergent-major Antonacci. Vous êtes malheureusement malade. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça vous est arrivé? Oui, je suis parti le 31 août 1998 pour une mission à Sarajevo, une mission de 6 mois. La visite médicale m'avait donné son feu vert. Et durant mon séjour à Sarajevo, j'ai eu de nombreux malaises. Et ces malaises, quelques mois après mon retour, ont été attribués à un lymphome. Cancéreux? Cancéreux. Le 13 décembre 1999, un mois après son apparition à la télévision,
le sergent Andrea Antonacci, est décédé. À Rome, je rencontre un militaire italien qui a été lui aussi en mission dans les Balkans, le colonel Emerico Lacetti. Et alors, ça a commencé en 1999 ? Je rentre en 1999 et le 24 décembre, je fais un examen radiographique. Je me souviens que j'étais seul avec le technicien, il n'y avait personne à l'hôpital. Quand je lui ai dit « Qu'est-ce que j'ai ?», il m'a dit « Qu'est-ce que tu as ?» Il me dit « Profite bien de ce Noël parce que tu ne seras sans doute pas là l'année prochaine. » J'avais cette masse de 24 cm de long, 14 de large et 12 d'épaisseur. Une saleté qui occupait mes poumons. Par la suite, j'ai fait des examens. Ils ont pris un morceau de cette tumeur et l'ont examiné. Et à l'intérieur, ils ont trouvé de nombreuses particules de céramique, parfaitement rondes. Elle contenait beaucoup de substances qui n'existent pas dans la nature, mais uniquement lorsqu'un projectile à l'uranium appauvri explose. Cela produit un nuage de poussière qui, quand on l'inhale, crée ce type de pathologie. Moi, je vis dorénavant dans un corps miné. Les morts se multiplient en Italie. L'opinion publique s'émeut et le gouvernement doit réagir. Le 3 janvier 2001, le Premier ministre de l'époque, Giuliano Amato, rompt le silence officiel. Il annonce qu'il va demander des comptes à l'OTAN. Mais cette exigence de transparence va avoir peu d'effet. Je rencontre le général Fabio Mini à Florence. Il a pris en 2002 le commandement de la mission de l'OTAN au Kosovo. Immédiatement, il s'inquiète des risques présentés par l'uranium appauvri à la suite des frappes de l'OTAN sur ce territoire en 1999. Ma chaîne de commandement, qui était formée d'un amiral américain à Naples et du général commandant suprême de l'OTAN à Bruxelles, s'en tenait aux dispositions et aux rapports officiels, y compris ceux des scientifiques faits aux États-Unis. De telle façon que je me suis confronté à ce genre de réponse. C'est vrai, Fabio, tu as raison d'être inquiet, mais nous avons des rapports qui disent qu'il n'y a pas de problème. En tant que militaires, nous ne pouvons pas les ignorer afin de faire des choses qui vont au-delà de ce qui nous est demandé et qui pourraient même nous empêcher d'accomplir notre mission. Donc, il nous était recommandé de soutenir auprès de la population civile que ce n'était pas un grand péril, que c'était une chose normale, et de dire aux militaires, spécialement du génie, traiter les munitions à l'uranium appauvri comme si c'était n'importe quel autre type de munition. Mais une grenade n'est pas la même chose qu'un projectile à l'uranium appauvri. Je vais vous dire quelque chose. En 2007, j'ai été opéré d'une tumeur au côlon. Je ne me suis jamais demandé si c'était en raison de l'année que j'avais passée au Kosovo. Mais j'aurais toujours un doute. Et j'ai encore un doute aujourd'hui. Je pense que c'est peut-être à cause de ça. À Rome, les politiques s'activent, le Parlement aussi. Pour la première fois, sans attendre une confirmation scientifique définitive, une loi reconnaît le danger de l'uranium appauvri. Lorsqu'Arturo Parisi devient ministre de la Défense en 2006, ce dossier est la première de ses préoccupations. Jacques Charmelot, buongiorno. Benvenuto. Grazie. La nostra preoccupazione è Notre préoccupation est que la souffrance, la douleur, les blessures, la mort, les dommages ne soient jamais supérieurs même d'1 millimètre à ce que, d'une certaine manière, nous avons prévu. Le problème de l'uranium appauvri, et c'est ça qui fut notre inquiétude, ce n'est pas seulement qu'il produise des effets négatifs. Dans le domaine militaire, presque tout provoque des effets négatifs. Mais c'est qu'il produise des effets incontrôlables qui vont au-delà du temps présent. C'est ça le problème de l'uranium appauvri. Alors je pense que quelque chose qui peut paraître peu coûteux peut au contraire devenir avec le temps très coûteux.
Voici un obus à uranium appauvri. Sa radioactivité est de 40% inférieure à celle que nous pouvons trouver dans cette salle. L'Alliance Atlantique a mis du temps à reconnaître avoir utilisé des armes à l'uranium appauvri dans les Balkans. En 2001, un rapport officiel évalue ce qui a été déversé à plus de 3 tonnes en Bosnie et 10 tonnes au Kosovo. Mais le commandement de l'OTAN se refuse à établir un lien quelconque entre ces frappes aériennes et les maladies des soldats de retour des Balkans. Lorsque j'ai contacté le service de communication de l'Alliance à Bruxelles, personne n'a souhaité répondre à mes questions. En France, Alain Acariès est un père inconsolable. Son fils est mort en 1997 d'un cancer des glandes lymphatiques. Ludovic était militaire et conduisait un camion en Bosnie, un camion contaminé depuis la guerre du Golfe, assure Alain Acariès, par des poussières d'uranium appauvri. Il a fait confirmer ses soupçons par un laboratoire indépendant. Monsieur Acariès leur a apporté quelques échantillons du ganglion cancéreux de son fils, prélevé en France par l'hôpital avant son décès. Un microscope électronique d'une grande puissance et une technique inédite mise au point par le professeur Gatti vont révéler l'intérieur des tissus. On voit très bien, regardez. Ce sont de toutes petites particules, des nanoparticules. Elles ne sont ni dégradables, ni compatibles. Elles ne sont pas compatibles avec la vie. Plus surprenant encore, la composition chimique de ces nanoparticules. Il y a de l'argent, du chlore, de l'or, du magnésium, du silicium, qui forment un matériau très étrange, qui n'existe pas dans la nature. Ça fait 11 ans que vous travaillez sur ce dossier. Vous avez poursuivi votre action en justice. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Bien, on en est que malgré ce qui est révélé par le rapport d'expertise, eh bien, le lien est nié avec l'uranium appauvri. Mais pourquoi vous faites tout ça? Moi, je veux qu'on reconnaisse la vérité. Je veux qu'on reconnaisse que mon fils a bien été contaminé et par la faute de l'armée, qui n'a pas décontaminé les camions au retour du Golfe. Il faut faire quelque chose. On ne peut pas laisser passer un... C'était le plus grand drame de ma vie, ça. C'était le plus grand drame de ma vie. Une association, Avigolf, dont Alain Acariès est membre, a été créée pour alerter les victimes potentielles de l'uranium appauvri, en majorité des militaires, et pour les aider à faire valoir leurs droits devant la justice. J'ai rencontré la magistrate chargée des dossiers déposés au tribunal de grande instance de Paris. Mais la juge Bertela Geoffroy est bien sûr tenue au secret de l'instruction. Malgré la lenteur de la justice, Alain Acariès, qui a porté plainte contre X, garde espoir d'obtenir gain de cause. Face à lui, l'institution militaire reste campée sur ses certitudes. Nous ne méconnaissons pas les débats et nous les prenons en compte. Simplement, nous observons que jusqu'à présent, aucune étude, et Dieu sait que des études ont été menées, que ce soit par le Programme des Nations Unies pour l'environnement, par l'Organisation mondiale de la santé, par l'Agence internationale de l'énergie atomique, aucune étude n'a mis en relief, n'a démontré une quelconque conséquence nocive à long terme pour la santé ou pour l'environnement. Il n'y a pas de théâtre d'opération sur lequel la France est intervenue récemment, dans lequel on aurait utilisé ces armes à l'uranium appauvri. Non, ces armes n'ont été utilisées par la France sur aucun théâtre d'opération. Je vous rappelle que les armes à uranium appauvri sont des armes conventionnelles. Elles sont reconnues comme telles par toutes les conventions internationales. Ce ne sont pas des armes nucléaires, et ce à quoi le mot uranium aurait pu faire songer. Cette position de la France est en contradiction avec les efforts entrepris par le Parlement européen. Depuis des années, les élus européens demandent la suspension de la fabrication et de l'usage de ces armes. Ils ont voté en 2008 une motion dans ce sens à la quasi-unanimité. Monica Frassoni est la présidente des Verts européens.
C'est vraiment un fil rouge qui commence avec des étranges événements autour de la guerre en Irak, continue et se renforce à la guerre en Yougoslavie et devient un des thèmes, un des plusieurs thèmes qui sont traditionnels pour le Parlement européen. Alors, il y a un élément qui me semble important, et c'est qu'il y a deux pays, notamment la France et le Royaume-Uni, qui se sont toujours refusés d'appuyer les bannissements, donc la moratoire sur l'uranium appauvri. Très souvent, on voit qu'il y a une réticence énorme de la part des gouvernements, de la part des armées, de la part même des forces politiques, à faire sortir publiquement un thème. L'urgence d'une plus forte intervention politique face à l'uranium appauvri est d'autant plus pressante qu'une nouvelle guerre a fait apparaître un nouveau péril. Mes chers concitoyens, en ce moment, les forces américaines et la coalition sont dans les premières étapes d'opérations militaires pour désarmer l'Irak, pour libérer son peuple. En 2003, les États-Unis attaquent l'Irak. George W. Bush veut en finir avec Saddam Hussein, qui nargue l'Amérique malgré 12 ans de dures sanctions. À l'époque, je suis à Bagdad. J'assiste aux assauts répétés des avions qui criblent d'obus à l'uranium appauvri les palais présidentiels. La guerre est rapide et en 3 semaines, les Américains éliminent le dictateur. Hello, hello. Nice to meet you. I'm Jacques Charmelot. Jim McDermott est un membre atypique du Congrès américain. C'est un des rares parlementaires qui connaissent la guerre de près. Comme officier, il a fait le Vietnam et comme psychiatre, il a soigné les soldats qui en revenaient. Ça, c'est une photo qui dit que Bush a menti. Moi, je suis allé en Irak. Et je suis devenu Bagdad Jim. Je ne voulais pas faire de provocation, mais j'étais sur place. Et on m'a demandé ce que je pensais de la situation. J'ai dit, je pense que nous allons nous fourvoyer dans la guerre. Ensuite, nous avons simplement écrasé le pays. Et Fallujah a connu le même sort que Bassora en 1991. Nous avons frappé Fallujah avec une puissance phénoménale. En 2004, un an après le début de leur occupation, les Américains doivent faire face à une véritable insurrection. Fallujah en est l'épicentre. Pour mater la révolte, la ville est écrasée sous les bombes. Dans ce déluge de feu, des munitions au phosphore et à l'uranium appauvri. Aujourd'hui, la paix est revenue dans la cité des mosquées et la vie a repris, sous l'œil vigilant de l'armée irakienne. Au nouvel hôpital de Fallujah, le docteur Samira Alan me fait découvrir un drame qu'elle doit affronter tous les jours. Ici, il y a 3 nouveau-nés. Ils sont prématurés, nés au 8e mois. L'un d'eux est né avec un bec de lièvre. On va opérer cet enfant, n'est-ce pas? Bien sûr, si... S'il survit. Oui, s'il survit. Depuis 2006, nous avons constaté dans cet hôpital une augmentation anormale des malformations congénitales parmi nos nouveau-nés. En ce qui concerne les cas enregistrés par nous, le niveau de malformation s'établit à 14,7 pour 1000 parmi les nouveau-nés. Et quel serait le niveau normal du taux de malformation? Cela ne devrait pas dépasser 1 à 2 pour 1000. Nous avons examiné 25 familles de Fallujah qui ont eu des enfants nés avec des malformations. Nous avons prélevé des cheveux des parents et des enfants.
Et nous les avons envoyés à un laboratoire indépendant en Allemagne. Et nous avons découvert des concentrations importantes d'uranium, de mercure, de bismuth et d'autres substances qui ne sont pas normalement dans la nature, dans le sol et dans les plantes. À Bagdad, le pouvoir doit dorénavant tenir compte de la vie des religieux. Leurs voix portent et leurs critiques sont écoutées. Jawad al-Ralissi est l'héritier d'une dynastie très influente. Il dénonce ce qu'il considère comme une atteinte à l'intégrité génétique de son peuple. Ces enfants et ces fœtus déformés, ce sont les conséquences de l'utilisation de l'uranium appauvri. Il faut un effort international pour nettoyer. De la même manière qu'ils ont réuni 30 pays et leurs armées pour attaquer l'Irak sous prétexte de se débarrasser de Saddam Hussein, ils doivent se réunir pour établir un projet de nettoyage, comme pour le plan Marshall en Allemagne, car la situation sanitaire en Irak est catastrophique. À l'inverse de ce qu'il avait fait après la guerre de 1991, le département de la Défense américain n'a jamais publié de chiffres sur la quantité d'uranium appauvri utilisée pendant la guerre de 2003 en Irak. Des estimations officieuses parlent de plus de 2000 tonnes. J'ai cherché depuis le début de mon enquête à avoir une réaction du Pentagone. Et après des semaines d'échanges de mails, un porte-parole me répond finalement. « Cher monsieur, nous ne serons pas en mesure de répondre favorablement à votre demande d'entretien. Le ministère de la Défense et la communauté scientifique enquêtent depuis des décennies sur la sécurité radiologique de l'uranium appauvri et sur ses effets sur la santé et sur l'environnement. Le Centre de contrôle et de prévention sanitaire a conclu qu'il n'a pas d'indication de cancer ou de cas de leucémie dans la population concernée. » À Washington, Thomas Pickering est considéré comme un sage de la diplomatie américaine. Il a été l'un des artisans de la mobilisation internationale contre Saddam Hussein en 1991, mais il s'est opposé ouvertement à la guerre de 2003. Les Irakiens qui disent que nous sommes venus chez eux, que nous avons provoqué le chaos, que nous n'avons pas apporté de solution, à mon avis, sont en droit de le dire. Mais je laisse aux sages, aux avocats, aux juges le soin de répondre aux Irakiens qui pensent que nous leur devons quelque chose. Mais si j'étais Irakien, je pense que je dirais « Oui, vous devez construire ici un paradis parfait ». Je peux comprendre que du point de vue de l'équipement militaire, du point de vue stratégique, nous voulions avoir les munitions les plus performantes, celles qui peuvent détruire n'importe quoi. Mais les militaires ne veulent pas admettre les conséquences. La Convention de Genève parle de notre responsabilité sur ce que nous laissons derrière nous après la bataille. Mais les militaires ne sont pas réputés pour savoir faire le ménage après leur passage. La réticence officielle à se pencher sur l'impact sanitaire et environnemental de l'uranium appauvri s'explique aussi par des raisons économiques. Évidemment, du point de vue des armées, du point de vue technique, si je dois faire un trou dans un char, l'uranium appauvri, c'est génial parce qu'il est vraiment efficace. Et en plus, ça recycle. Donc voilà, je pense que là, il n'y a pas vraiment beaucoup de... C'est une win-win situation. C'est absolument win-win situation. Les petits détails, c'est qu'en Serbie, ils ont pu voir que pour nettoyer une tête des 30 mm qui ont été lancés, ou pour nettoyer là où ils sont tombés, ils ont dépensé $300 000 plus ou moins. Et donc, ça veut dire que si je dois, même du point de vue... C'est peut-être une win-win situation, mais en même temps, si moi, je dois les nettoyer après... C'est une win-win situation très coûteuse. Exactement, pour les pouvoirs publics. Donc, et ça, c'est des chiffres qui ont été reconnus et cités. Le coût de nettoyage d'une zone contaminée rend difficilement envisageable que des champs de bataille soient réhabilités.
Cette perspective est admise par les États qui mettent en œuvre un arsenal de ce type. De fait, ils ont depuis longtemps accepté que sur leur propre territoire, des zones où sont déposés des stocks d'uranium appauvri restent pour toujours inhospitalières. C'est le cas aux États-Unis, qui ont accumulé 700 000 tonnes d'uranium appauvri sur une vingtaine de sites à travers le pays. Robert Alvarez, un ancien du département de l'énergie américain, a depuis des années dénoncé ce qu'il considère comme un dangereux escamotage. Notre problème, d'une certaine manière, c'est ce que j'appelle les zones nationales sacrifiées. Ainsi, pour pouvoir amasser des armes nucléaires dans notre pays, nous avons dû créer de larges zones que nous n'avons ni les moyens, ni la technologie de nettoyer, même de façon limitée. Donc, ces zones ont été sacrifiées au nom de la dissuasion nucléaire. C'est de façon fortuite que je fais en Irak une découverte étonnante qui confirme les prédictions alarmistes de Robert Alvarez. Près de l'aéroport de Bassora, des carcasses de chars détruits en 2003 sont alignées le long d'une route. Des soldats me révèlent un épisode jusqu'ici tenu secret. Les chars étaient contaminés par l'uranium. Une équipe du ministère de l'Environnement a testé ces chars et ils ont constaté cette contamination. De temps à autre, les Américains et les Britanniques venaient ici. Ils emportaient des chars pour les transporter et les éloigner de l'aéroport. Mais on ne sait pas ce qu'ils devenaient. Mais moi, je veux le savoir. Pour les ferrailles contaminées, cet endroit mystérieux est la fin du voyage, et le découvrir serait la fin de mon enquête. Je vais interroger le général Jabbar, qui commande la police des frontières dans la région de Bassora. Une partie de cette ferraille a été déplacée vers cet endroit dans le désert. Comment l'appelez-vous? Il s'agit de Afr el-Batin. Quand est-ce que ces ferrailles ont été déplacées? Ce programme a été établi en 2008. Sur ce site provisoire, ils ont transporté 150 tonnes de ferraille. Que se passe-t-il avec la ferraille quand elle arrive là-bas? Qu'en font-ils? C'est des trous et on les met dedans, tout simplement. On transfère de là à là. Évidemment, c'est dans le désert, mais d'après nos informations, il y a des nappes phréatiques dessous. Et d'après les rapports scientifiques, cela représente un danger potentiel pour l'eau. Je fais tout pour me rendre à Afr el-Batin. J'ai besoin d'une autorisation et d'une escorte. Le général Jabbar a promis de m'aider. Mais un contre-ordre arrive de Bagdad. L'affaire dépasse son autorité et seul un ministre peut me donner le feu vert. Je connais trop bien l'Irak pour savoir qu'il n'arrivera jamais. Une des premières choses que vous apprenez quand vous êtes gamin, c'est de ranger votre désordre. Vous ne devez pas attendre que quelqu'un vienne ramasser vos crayons et vos jouets. Nous avons choisi de faire cette guerre. Et à mon avis, nous sommes responsables du chaos que nous avons laissé. Nous ne pouvons pas tourner les talons et dire « c'est pas notre affaire ». La question de l'uranium appauvri souffre, comme toute question qui a à voir avec les armées, les armes, les guerres, d'un problème de manque de contrôle démocratique précis au niveau national et au niveau européen. Et je pense qu'il faut que les mots d'ordre, c'est de continuer la bataille et au niveau des Nations Unies, où c'est très utile de le faire, et au niveau de l'Union européenne, pour faire en sorte qu'on arrive à un moratoire sur les armes à uranium appauvri. Des pays qui ont utilisé les armes à l'uranium appauvri, et je les comprends, n'ont pas envie d'être rappelés à l'ordre pour des armes qu'ils pensent avoir le droit d'utiliser et dont ils pensent qu'elles ne sont pas dangereuses.
Mais nous verrons, la communauté internationale ne reste pas inactive face à ce genre de situation. Et je pense qu'il peut y avoir un effort croissant pour dire « Voyez, voilà les dégâts ». Pour vous faire entendre, vous devez avoir des preuves concrètes. Vous devez pouvoir dire que ce sont plus que de simples hypothèses que vous avez établies, que vous avez fait des recherches. Et vous devez fournir des exemples, montrer qu'au-delà du simple usage de ces armes à l'uranium appauvri, des dommages particuliers ont été faits à des populations bien supérieurs à ce que normalement des armes conventionnelles produisent. Alors oui, à ce moment-là, vous aurez une bonne base pour aller de l'avant. Les armes à l'uranium appauvri ont été inventées dans les années 70 pour arrêter en cas de conflit les divisions blindées de Moscou. L'ennemi soviétique a disparu, mais cet arsenal à la puissance démesurée est resté. Et les responsables qui en autorisent l'utilisation devront un jour expliquer pourquoi ils sont restés sourds aux appels à la prudence. Les plus braves sont ceux qui n'ont jamais fait la guerre. Ceux qui pensent que la guerre est une belle aventure, qui veulent voir les défilés, regarder les drapeaux passer, écouter les fanfares, ils n'ont pas la plus petite idée de ce que l'on ressent vraiment une fois rentré chez soi.